Merci d'écouter RFI. Il est 12h30 en temps universel, 13h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr. Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. Le sacre attendu des deux favoris de la rentrée littéraire française, le prix Goncourt a été attribué ce matin à l'auteur franco-algérien Kamel Daoud pour son roman Ouris. Le prix Renaudot au franco-rwandais Gaël Faye pour Jacaranda. Les troupes rwandaises ont-elles participé samedi à la répression des manifestations post-électorales qui secouaient Maputo, la capitale du Mozambique? Des journaux et organisations de la société civile le dénoncent. Kigali le dément fermement. On lève aussi le voile dans Afrique Midi sur le mystère du 27e trésor. C'est le titre de notre nouveau podcast inédit. On parle là d'un cataclé, un tabouret sacré pillé dans les palais d'Abomey pendant la colonisation. Et cette pièce manque à l'appel quand la France restitue au Bénin les objets dérobés par le colonel Dodds il y a 4 ans. Elle est en fait en Finlande depuis des décennies. L'historienne de l'art Marie-Cécile Zinsou est à l'origine de cette découverte. Et elle est aujourd'hui l'invitée d'Afrique Midi. Ce sont les prix littéraires les plus prestigieux de la scène française. Le prix Goncourt a été attribué à l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud et le prix Renaudot à l'auteur et compositeur franco-rwandais Gaël Faye. Isabelle Chenu, ils étaient les deux favoris. Oui, et ce sont 2 romans sur 2 tragédies africaines qui viennent d'être récompensées. Kamel Daoud remporte le prestigieux prix Goncourt avec Ouri, publié chez Gallimard, un roman sur la décennie noire algérienne des années 1990, une guerre civile qui a vu s'affronter l'armée et les islamistes et a laissé de profonds traumatismes, d'autant que la loi de réconciliation algérienne de 2005 interdit de parler de la période. Kamel Daoud remporte donc une victoire non seulement littéraire, mais aussi politique. La publication de son livre a d'ailleurs tendu les relations entre la France et l'Algérie. Son roman, qui ne sera pas traduit et publié en Algérie, donne voix à une femme qui n'en a plus, survivante d'un égorgement, et il s'attelle au non-dit. L'autre favori, Gaël Faye, franco-rwandais, est récompensé par le prix Renaudot avec Jacaranda, publié chez Grasset. Encore une fois, le jury a choisi un récit de mémoire interdite. L'histoire d'un jeune garçon né en France qui, en découvrant le génocide des Tutsis de 1994, décide d'en savoir plus sur ses origines rwandaises en allant sur place. Gaël Faye, qui vit désormais en famille au Rwanda, a voulu porter la voix d'une jeunesse, une deuxième génération européenne ou métisse, parfois privée de son histoire douloureuse. Oui, 8 ans après Petit Pays, Gaël Faye raconte dans Jacaranda l'histoire de Milan, un jeune homme né en France qui décide d'en savoir plus sur ses origines rwandaises quand il découvre le génocide des Tutsis en 1994. Une histoire qui fait écho à celle de Gaël Faye, même si lui a grandi au Burundi. Beaucoup d'enfants de double culture, voilà, des franco-rwandais, des belgo-rwandais que j'ai pu rencontrer et qui ont grandi en dehors du Rwanda, souvent en Europe ou aux États-Unis, et qui se sont retrouvés à ne pas du tout connaître l'histoire, soit de leur père, soit de leur mère. Et donc Milan, ça aurait pu être moi aussi si j'avais grandi en France. Et donc on a grandi à l'ombre de certains silences et voilà. Milan, il est presque l'archétype de ce que j'aurais pu être ou ce que sont de jeunes métis que j'ai pu rencontrer qui n'avaient aucune notion, aucune connaissance de l'histoire du Rwanda et qui doivent composer avec parce que c'est quand même une histoire qui se rappelle à nous forcément dans l'actualité ou par son histoire terrible du génocide des Tutsis. Donc voilà. Gaël Faye, prix Renaudot au micro de Catherine Fruchon-Toussaint. Quant à Kamel Daoud, récompensé du prestigieux prix Goncourt, il adresse à l'instant ses remerciements à la France, un pays qui, dit-il, protège les écrivains. Au Mozambique, la police a de nouveau dispersé une manifestation ce matin dans le centre de Maputo. Cette marche à l'appel du parti Podemos qui soutenait le candidat malheureux à la présidentielle Venancio Mondlane visait à dénoncer la fraude électorale. Elle n'a rassemblé que quelques dizaines de personnes qui ont été chassées par des tirs de gaz lacrymogène. Samedi, le pays a été secoué par des manifestations très violemment réprimées. 13 morts au moins d'après le Centre pour l'intégrité publique, une organisation de la société civile. Et une polémique enfle depuis hier. Les soldats rwandais déployés dans le Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, pour aider à la lutte antiterroriste, sont soupçonnés d'avoir aidé la police dans sa répression, Gaël Faye.
Sur la page X du président rwandais Paul Kagame, c'est en portugais que l'on s'exprime depuis hier. Retirez vos soldats et priez pour le Mozambique. Vos soldats sont en train de tuer nos frères. Arrêtez d'aider nos dirigeants à assassiner le peuple, peut-on notamment lire dans les commentaires. Depuis samedi, plusieurs voix accusent les soldats rwandais d'avoir prêté main forte à la police mozambicaine de Maputo, la capitale, dans sa répression de manifestations. Selon le journal en ligne Verdade, ils auraient été déployés au sein de l'unité d'intervention rapide des forces de l'ordre. Des accusations qu'a rejetées hier Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais. Il n'y a pas de troupes rwandaises à Maputo, écrit-elle sur X. Les forces de sécurité rwandaises ne sont déployées que dans la province de Cabo Delgado lors d'opérations conjointes avec les forces mozambicaines contre les combattants terroristes. Depuis 2021, plus de 4000 soldats rwandais se trouvent dans le nord du pays, à plus de 2500 km de la capitale. Depuis plusieurs mois, cette opération antiterroriste attend une aide de 20 millions d'euros de la part de l'Union européenne qui fait débat à Bruxelles. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI. Gaëlle Lalex, correspondante régionale de RFI. Le Tchad menace de se retirer de la force multinationale mixte formée par 5 pays pour lutter contre les groupes djihadistes dans la région du lac. François Mazet, dans un communiqué publié hier, la présidence tchadienne dénonce une absence de mutualisation des efforts après l'attaque qui a coûté la vie à une quarantaine de ses militaires le 27 octobre dernier. Cette force créée dans l'optique de mettre en commun les efforts et les intelligences semble tomber dans la léthargie, déplore la présidence qui dit envisager le retrait du Tchad, compte tenu, je cite, de l'absence de mutualisation des efforts constatée comme toujours sur le terrain. Ce communiqué intervient alors que le président Mahamat Idriss Déby se trouve sur place depuis une semaine, mis en scène comme chef de guerre coordonnant l'opération Askanit, opération militaire lancée suite à la mort d'une quarantaine de soldats tchadiens dans une attaque djihadiste. Il a promis de traquer les assaillants jusque dans leur dernier retranchement. Djamena se plaint de manière régulière de la léthargie de ses voisins face aux 2 groupes issus de Boko Haram qui sillonnent la région du lac. La force multinationale mixte regroupe depuis 1994 le Tchad, le Cameroun, le Bénin, le Nigeria et le Niger. Elle a été formée à l'origine pour lutter contre le banditisme, puis transformée en coopération antiterroriste. Il y a quelques mois, elle avait mis en avant des succès lors de sa dernière opération, Lake Sanity 2, auquel le Tchad avait fortement contribué. Il est à noter que le Niger a suspendu sa participation à la FMM après le putsch de juillet 2023, mais suite au réchauffement des relations avec le Nigeria, la junte s'était dit prête fin août à reprendre une participation active en son sein. C'est enfin l'heure de la rentrée des classes au Mali. Elle était initialement prévue le 1er octobre, mais elle a été reportée en raison des inondations qui ont fait 91 morts et près de 370 000 sinistrés. Beaucoup de ces sinistrés avaient été abrités dans des salles de classe. David Bachet, les autorités de transition ont réussi à les reloger ailleurs. Les écoles ont donc pu rouvrir. Oui, il n'existe aucun chiffre officiel sur le nombre d'établissements qui ont effectivement pu être libérés. Il y a un mois, 128 écoles étaient occupées et 399 inondées ou endommagées dans le pays. Mais selon les fonctionnaires de l'éducation nationale malienne et les responsables de la société civile de plusieurs régions affectées, joints par RFI, la rentrée scolaire s'est déroulée normalement ce matin. Par exemple, à Tombouctou, la direction de l'académie n'a pas donné suite aux sollicitations de RFI, mais le secrétaire général du Conseil de la société civile de la région, Aliou Mahaman Touré, a assisté au lancement officiel de la rentrée scolaire ce matin à l'école Bahadou de Tombouctou. Il n'y a aucune école qui est occupée par les sinistrés par le fait des inondations dans la région de Tombouctou. À la date d'aujourd'hui, toutes les écoles sont libres et occupées par les élèves. Alors certains établissements endommagés par les pluies n'ont pas encore pu être réhabilités, mais l'UNICEF a fourni des abris provisoires. Le plus gros problème, ce n'est donc plus les inondations, mais encore et toujours l'insécurité. Dans le centre et dans le nord du Mali, les groupes djihadistes interdisent à de nombreux établissements d'ouvrir leurs portes. Dans les localités où les écoles fonctionnent, le personnel enseignant manque, notamment en raison de l'insécurité. Selon l'UNICEF, 1792 écoles sur 9000 sont non fonctionnelles, près d'1 sur 5 au Mali, affectant plus de 537 000 enfants. De nouvelles informations sur la flotte fantôme, cette armada de navires utilisée par la Russie pour contourner les sanctions occidentales sur le pétrole. Moscou utilise des tankers qui ne sont ni assurés, ni propriété d'entités basées dans des pays du G7 et continue ainsi de vendre son pétrole.
En juin dernier, ces navires transportaient plus de 4 millions de barils de brut chaque jour. Arthur Poncelet, selon un rapport de la Kyiv School of Economics, cette flotte de l'ombre, comme on l'appelle aussi, reçoit le soutien d'un pays inattendu, le Gabon. Oui, d'après notre décompte, sur les 95 tankers battant pavillon gabonais, au moins 40 ont récemment visité des ports russes. La Russie utilisait avant, entre autres, des navires sous drapeau libérien, mais la société qui gérait le registre du pays était basée aux États-Unis. Sous pression de Washington, Monrovia leur a retiré le pavillon et en décembre 2023, c'est vers les représentants de Libreville dans ce domaine que Moscou s'est redirigé. Sollicité par RFI, le ministère des Transports gabonais nous a transmis une liste de 28 navires auxquels le pavillon a été retiré pour activité non conforme. 13 de ces tankers arborent depuis le drapeau russe. Au Gabon, on se refuse à tout autre commentaire officiel, mais une source proche du gouvernement reconnaît à demi-mot la participation du pavillon gabonais à la flotte fantôme russe. Et notre interlocuteur a une justification toute trouvée. Il n'y a pas que les bateaux battant pavillon gabonais qui transportent le pétrole à destination d'Israël ou le pétrole russe. Reste une question, Nicolas. Les Occidentaux sont-ils au courant que des navires battant pavillon gabonais participent à cette flotte fantôme ? Une source diplomatique française nous confie en tout cas que des démarches sont engagées auprès de pays comme le Gabon pour les sensibiliser aux risques associés et leurs responsabilités au regard du droit maritime. Dossier complet à retrouver sur le www.rfi.fr. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, on lève le voile sur notre nouveau podcast de la série Enquêtes africaines, le mystère du 27e trésor. En l'occurrence, un tabouret sacré pillé dans les palais royaux d'Abomey en 1892 et qui, lui, n'a pas été rendu au Bénin par la France il y a 3 ans. On va également à la rencontre d'Afro-Américains installés depuis ces dernières années au Ghana, certains motivés par les violences raciales aux États-Unis. Nous verrons dans quel état d'esprit ils se trouvent à la veille de l'élection présidentielle. Et puis les sports, visite au camp de basket Stéphane Konaté. Il est organisé chaque année à Korogo par l'ex-international ivoirien. La 3e saison de notre podcast Enquêtes africaines est diffusée à partir d'aujourd'hui sur tous nos environnements numériques. Le titre de cette nouvelle série, le mystère du 27e trésor. Pierre Firsion, ce podcast, c'est vous qui le signez. C'est en fait une enquête sur les traces d'une œuvre d'art disparue. Oui, en novembre 2021, la France restitue 26 œuvres du trésor royal d'Abomey au Bénin, pillées en 1892 par le colonel français Alfred Amédée Dodds. Ces pièces historiques avaient été données au musée d'ethnographie du Trocadéro à Paris. Mais lors des cérémonies de restitution à Cotonou, que je couvre pour RFI, un de mes contacts m'assure qu'il y aurait une œuvre manquante au sein de cette collection. Il n'y aurait donc pas 26 mais 27 pièces. Dubitatif au départ, je m'interroge ensuite, et si c'était vrai, où est cette œuvre aujourd'hui et pourquoi n'a-t-elle pas été restituée avec les autres ? Avec l'historienne de l'art Marie-Cécile Zinsou et la conservatrice du Musée national de Finlande Pilvi Väinönen, nous allons mener l'enquête de Cotonou à Helsinki en passant par Paris et Marseille, un voyage entre passé colonial, art africain et restitution patrimoniale. Une drôle d'aventure qui va nous permettre de retrouver cette 27e pièce en Finlande. Cette œuvre, c'est un siège royal à 3 pieds nommé Cataclé. À qui appartient cette pièce aujourd'hui ? Pourrait-elle être maintenant restituée au Bénin ? Eh bien, pour le savoir, je vous invite à écouter cette enquête en 4 épisodes. Un podcast disponible notamment sur RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Et Marie-Cécile Zinsou est notre invitée dans quelques minutes. Kamala Harris ou Donald Trump, les États-Unis sont à la veille d'une présidentielle historique. Le scrutin sera scruté avec attention partout sur la planète. Des milliers d'Afro-Américains se sont installés ces dernières années au Ghana, beaucoup pour fuir le racisme qu'ils ressentaient en Amérique. Dans quel état d'esprit sont-ils à J-1 ? À Accra, le reportage de notre correspondant Victor Cario. Voici près de 5 ans que Wanida Lewis et Daryl Landy ont quitté les États-Unis pour venir s'installer à Accra. Un choix motivé par une volonté de renouer avec leurs racines africaines, mais aussi de s'éloigner de tensions raciales croissantes. Et ce n'est pas cette élection qui, selon eux, risque d'améliorer la situation. Si Kamala Harris gagne ce mardi 5 novembre, certaines personnes vont devenir folles. Et si Donald Trump gagne, ce sera pire. Je suis terrifié sur ce qui pourrait arriver à ma famille
famille qui est encore là-bas. J'espère qu'ils ont encore leur passeport. En cette veille de scrutin présidentiel, les demandes d'Afro-Américains souhaitant s'expatrier au Ghana se multiplient. C'est ce qu'affirme Diallo Sumbri, président de l'Association des Afro-Américains du Ghana. Celle-ci compte plus de 300 expatriés, un groupe loin d'être homogène quant au choix du candidat. Certains pensent que l'institution de la présidence elle-même est raciste et baigne dans le suprémacisme blanc. D'autres croient toujours au rêve américain. Il est cependant certain que l'excitation d'avoir potentiellement la première femme afro-américaine présidente est différente de celle lors de l'élection de Donald Trump en 2020. D'autres membres de la diaspora afro-américaine interviewés par RFI disent quant à eux ne plus s'intéresser à la situation de leur ancien pays. Seul compte maintenant le Ghana et son élection présidentielle le 7 décembre. Victor Cariou, Accra, RFI. Les sports en Côte d'Ivoire, 200 jeunes de 11 à 18 ans participent à Korogo au camp de basket organisé par Stéphane Konaté. Stéphane Konaté, une légende du basket africain, 22 ans de carrière. Et c'est à Korogo que l'ex-international ivoirien a écrit les premières pages de sa légende. À travers son ONG, Une balle, un espoir, il y organise un camp chaque année, un retour aux sources pour transmettre sa passion aux plus jeunes, réhabiliter des terrains de basket et faire des dons d'équipement. À Korogo, le reportage de Molamine Sissavané. Au soleil couchant, quelques campeurs relax traînent encore sur les 3 terrains de basket au lycée moderne de Korogo. Stéphane Konaté a vécu au sein de ce lycée avec son père éducateur résident. J'habitais juste en face du terrain, donc là, quand je finissais mes révisions tard la nuit, je prenais ma balle de basket et je venais shooter et tapoter un peu sur le terrain au clair de lune. C'est désormais sous des projecteurs que jouent des jeunes à qui Stéphane Konaté veut transmettre les valeurs du basket à travers Une balle, un espoir. Je souhaite devenir un docteur, mais j'aime le basket. Journée pleine et parfaite pour le pensionnaire Lelourou Koulibaly, 11 ans. Le matin, on a fait les entraînements, on a appris à dribbler avec les 2 mains, on tourne et puis on nous donne le ballon, on shoot. À 11h, ils ont donné les conseils sur la drogue. Et enfin, à midi, on a mangé le soir, on a joué les matchs. C'était parfait. Loan Esther Ouattara, 16 ans, est venu d'Etafiré, ville située à 120 km de Korogo. Ce qu'on permet encore de développer, c'est que tu apprends dans ton club. Donc, performer nos dribbles, faire des passes plus longues, appliquer nos shoots. Si j'ai l'occasion, je participerai vraiment au sport pour être professionnel. Comme Loan Esther, nombre de participants de cette édition viennent des 5 villes environnantes. Molamine Sissavané, Korogo, RFI. Il est 12h48 à Korogo. Anne Kantner, les grands titres de ce lundi 4 novembre. Les secouristes espagnols qui reprennent leur travail de recherche dans la région de Valence pour tenter de retrouver des rescapés, des corps aussi peut-être, puisque des dizaines, des centaines de personnes sont encore portées disparues une semaine après des inondations catastrophiques. On déplore 217 victimes. Les messages de félicitations de la France, de l'Allemagne et de l'Ukraine après la réélection de Maya Sandu en Moldavie. La présidente sortante a réussi à se maintenir au son poste. Elle a battu le candidat pro-russe avec plus de 55% des voix. L'Allemagne dénonce des tentatives inacceptables pour entraver le vote de la diaspora. C'est ce vote qui a fait basculer le résultat de l'élection. Et puis la chef de la diplomatie allemande est à Kiev. Une visite pour rassurer sur le soutien occidental qui prend du retard alors que l'armée est en grande difficulté sur le terrain. Dans l'actualité aussi, la campagne électorale aux États-Unis, c'est le dernier jour, dernier meeting. Les 2 candidats, Donald Trump et Kamala Harris, seront en Pennsylvanie. On en parle dans une dizaine de minutes. Et puis aux États-Unis, toujours la mort d'une légende de la musique, Quincy Jones. Il avait 91 ans. Le mystère du 27e trésor. Podcast original signé Pierre Firsion, c'est à écouter à partir d'aujourd'hui sur tous les environnements numériques de RFI. Le 27e trésor, c'est celui qui manque quand la France restitue au Bénin, il y a 3 ans, 26 œuvres pillées au Palais Royal d'Abomey en 1892 par le colonel Dodds. Et pour cause, la mémoire de cet objet, un tabouret sacré, s'est perdu au fil des années. Il ne se trouve plus dans le musée parisien à qui l'officier français avait confié ce qu'il avait ramené du Bénin. L'historienne de l'art Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou, basée à Ouidah, est à l'origine de cette découverte et elle est votre invitée, Nicolas Sûr. Bonjour Marie-Cécile Zinsou. Bonjour. Quand la France rend au Bénin 26 œuvres pillées dans les palais d'Abomey par le colonel Dodds, comment vous savez qu'il manque une pièce ?
Alors écoutez, il faut faire un petit saut dans le temps. Il faut revenir en 2006. 2006, c'est le centenaire du roi Béhanzin au Bénin. Et il se trouve que le président Chirac convient avec le président de la République d'alors au Bénin de faire une exposition qui présenterait pour la première fois des pièces africaines qui étaient parties en 1892 sur le continent. Et à ce moment-là, je suis commissaire de l'exposition et je l'organise avec la Fondation Zinsou à Cotonou. C'est une exposition qui fait revenir des objets des régalias, donc des objets du trésor royal d'Abomey. À ce moment-là, on travaille beaucoup sur ces objets et je note dans mes carnets qu'il y a 27 objets remis par le général Dodds au musée du Trocadéro. Et puis, quelques années plus tard, j'entends la déclaration du président Macron sur l'envie de restitution, la volonté de rendre le patrimoine africain à l'Afrique. Et après le rapport Sarr-Savoy, j'entends qu'il dit « Nous allons remettre 26 œuvres au Bénin ». Il en manque donc une. Et c'est alors que je me dis 26, c'est bizarre parce qu'il y en avait 27 quand on avait travaillé sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé avec la 27e? Et à ce moment-là, je m'en ouvre à Pierre Firsion, mais je veux pas en parler tout de suite publiquement parce que je veux pas gâcher ce moment qui est quand même un moment historique exceptionnel. Et je pense que c'est tellement important que je veux pas donner le sentiment qu'il y a quelque chose. Voilà, je veux comprendre ce qui se passe, donc j'en parle à Pierre. Et puis voilà, ça l'intéresse et on se lance dans cette enquête. On se rend compte en fait que ce 27e objet, le cataclé, n'est plus en France depuis bien longtemps. Il a été envoyé en Finlande en 1939 en échange d'objets finlandais. Est-ce que ces pratiques d'échange entre musées du Nord étaient courantes à l'époque? Alors, il faut savoir qu'entre le 19e et le 20e siècle, des échanges ont eu lieu entre tous les musées européens, parce que c'était une manière d'agrandir les collections à une époque où il n'y avait pas de budget d'acquisition. Donc, par exemple, dans ce cas précis, Boris Wilde, qui était conservateur au Musée de l'Homme, souhaitait avoir des objets finnois et des objets samis pour les collections nationales françaises. Et c'est de là que s'est créé cet échange avec un ensemble d'objets, notamment ce cataclé, puisqu'il y avait plusieurs cataclés dans les collections nationales françaises. Donc, quand il y avait des doubles, toutes les institutions encourageaient fortement les échanges pour agrandir leur collection. Le Musée national de Finlande ne savait même plus qu'il avait cette pièce dans ses collections. Est-ce que pour vous, ça a été un étonnement qu'un grand musée européen n'ait pas d'inventaire précis? C'est compliqué parce que effectivement ces échanges ont été faits en 1939, donc vos auditeurs se rendront bien compte de la délicatesse de l'époque et du fait que voilà, c'était difficile de comprendre et de refaire toute l'histoire de ces objets. Le Quai Branly avait cet objet effectivement de façon théorique dans son inventaire, mais le Quai Branly a ouvert en 2006 et donc n'avait jamais été face à cet objet qui était parti en 1939. Et le musée finlandais a évolué aussi de son côté. Il y a eu des collections différentes et différents musées qui ont ouvert et fermé. Donc en fait, plus personne ne savait de quoi il s'agissait. Et il y a eu aussi des péripéties sur la question de qui est propriétaire de ce cataclé. La France en a revendiqué pendant un temps la propriété, ce n'est plus le cas. Est-ce que aujourd'hui, finalement, quelque chose s'oppose au retour de ce 27e trésor au Bénin ? Alors là, j'ai envie d'encourager les gens à écouter le 4e épisode du podcast dans lequel on va pouvoir comprendre la position finlandaise et dans lequel on va pouvoir deviner la suite des événements. Puisque dans le 4e épisode, je crois que les Finlandais sont très clairs sur leurs intentions par rapport à cet objet. Bon, on va pas spoiler la fin du podcast donc. Une question toutefois, dans le monde entier, on voit des œuvres pillées pendant la colonisation de l'Afrique être restituées. Où en est-on aujourd'hui en France ? Je ne sais pas si on peut regarder le projet que de façon française, peut-être plutôt européenne. Il y a un mouvement qui s'est amorcé. Le discours de Ouagadougou du président Macron a clairement changé les choses. La restitution au Bénin et au Sénégal a été un premier pas absolument majeur et ça a déclenché l'Europe. Les Allemands qui avaient constitué un groupe de dialogue autour des bronzes du Bénin ont décidé d'accélérer les procédures. Pour l'instant, les institutions privées anglaises comme les universités ont décidé de rendre un certain nombre d'œuvres, notamment au Nigeria. L'Italie avait déjà restitué des œuvres à la Libye et à l'Éthiopie. Donc il se passe quelque chose d'européen. Je crois que les Belges sont en train de bouger aussi très vite. Chaque pays est en train de s'adapter, est en train d'inventer une nouvelle histoire. Il faut aussi penser côté africain, parce que c'est ça qui est important. Le musée de Kinshasa reconstitue ses collections et n'attend pas la restitution. C'est lui qui fait une reconstitution. Le musée de Bamako est très en avant sur ces questions et organise toutes sortes de retours d'œuvres depuis les États-Unis. Voilà, il se passe des choses vraiment dans tous les musées africains et il se passe des choses dans toute l'Europe. Je crois qu'il y a un vrai nouveau dialogue qui s'établit. Alors en ce qui concerne le Bénin, les œuvres restituées par la France sont censées être exposées dans
dans un futur musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey. Pourquoi ce musée n'est-il toujours pas ouvert ? Alors écoutez, j'ai bien regardé. Entre le moment où le président Chirac a dit il faut qu'il y ait le musée du Quai Branly en France et le moment où il a ouvert, il s'est passé environ 14 ans. Donc nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on est en possession des objets. On est en train de commencer les chantiers de musée. Celui de Porto Novo est déjà sorti de terre. Celui de Ouida, le musée de Ouida, a été entièrement rénové. Il reste désormais le musée d'Abomey et le musée de Cotonou à construire. Donc voilà, on est dans des grands chantiers culturels au Bénin aujourd'hui. Et voilà, les choses prennent leur temps. Ça fait 3 ans, c'est très très court comme délai pour créer des institutions. Merci Marie-Cécile Zinsou. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications, tout comme le podcast de Pierre Firsion en 4 épisodes, le mystère du 27e trésor. Routes, lignes électriques, mais aussi écoles ou centres de santé, l'Afrique a besoin d'investissements privés. En 2023, les investissements directs étrangers sont restés stables sur le continent, 48 milliards de dollars selon la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, tandis qu'ils dégringolaient dans d'autres régions du monde. L'Afrique suscite en fait un regain d'intérêt, Charlotte Cosset. L'agence de notation Standard & Poor's a récemment relevé la note de la Côte d'Ivoire, un signal pour Stanislas Zézé à la tête de l'agence de notation africaine Bloomfield que l'évaluation du risque sur le continent est en train d'évoluer. La raison pour laquelle les gens avaient du mal à venir ou étaient un peu sceptiques, c'était à cause de comment ils évaluaient le risque. Pas le risque réel, mais la perception des risques qu'ils avaient. Et cette perception évolue de façon significative. Il y a un potentiel extraordinaire parce qu'il y a tout à faire ici. Donc évidemment, le développement est de plus en plus rapide, les taux de croissance sont parmi les plus élevés au monde et le risque mieux maîtrisé aujourd'hui parce que mieux compris. En termes même de remboursement, les Africains sont pas les moins crédibles. Donc évidemment, c'est tout ça qui crée une vraie dynamique d'investissement sur le continent. Autre événement, la levée de fonds d'EcoBank sur le London Stock Exchange. Ce n'était pas arrivé pour une banque africaine depuis 2021. Les marchés ont ainsi investi 400 millions de dollars. Proparco s'était positionné comme référent sur cette opération. Emmanuel Hey, responsable institution financière de cette filiale de l'Agence française de développement. Comme ces marchés financiers étaient attentifs, c'était un peu fermé, il a été convenu qu'il faudrait que des investisseurs encore, c'est-à-dire des investisseurs de référence qui travaillent depuis très longtemps avec EcoBank, donc qui connaissent bien la banque, qui apprécient son impact et sa solidité, que ces investisseurs puissent envoyer un peu un signal au marché en avance pour dire nous, on a confiance dans cette banque. Très vite, on a pu annoncer en fait qu'on allait investir 20 millions de dollars aux côtés d'autres investisseurs encore. Et donc ça a permis certainement que les investisseurs trouvent cette opération intéressante et y souscrivent. Pour Stanislas Zézé, il ne fait aucun doute, investir en Afrique est rentable. Si vous regardez les 400 millions de dollars qui ont été empruntés par EcoBank, c'est à 10%. Je ne sais pas où en Europe vous ferez un investissement avec un retour à 10%. Ça me tonnerait. Donc évidemment, le continent devient de plus en plus attractif. Des investisseurs étrangers dont l'une des têtes de pont, JP Morgan, vient d'annoncer vouloir s'installer prochainement en Côte d'Ivoire et au Kenya. Emmanuel Hey. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en effet avec aussi la baisse des taux, on voit aussi le retour des États souverains sur les marchés internationaux. Donc, et c'est ça que vient cibler JP Morgan, qui va arranger la levée de ressources pour ces États souverains, ou les très grandes entreprises en fait. Parmi les opérations remarquées cette année et qui semblent confirmer le regain d'intérêt des investisseurs pour le continent, le retour de la Côte d'Ivoire et du Bénin sur les marchés internationaux. Ainsi que se referme cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Corot, Mickaël Goncalves et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. À demain, Nicolas Sûr. Vous restez sur RFI. Dans 1 minute maintenant, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. On va parler bien sûr de la campagne électorale aux États-Unis. Vous pouvez aussi écouter une demi-heure d'informations en full day si vous êtes en Afrique de l'Ouest ou bien en portugais si vous vous trouvez en Afrique lusophone. À tout de suite.